Bonjour, donc moi je m'appelle Christophe je viens vous parler de bonnes pratiques autour de Git et de GitHub. Alors il va falloir sans doute que je réajuste 2-3 trucs parce que entre ces slides qui ont un an et maintenant GitHub tout d'un coup s'est réveillé en se disant putain mais il faudrait qu'on fasse des trucs. Donc il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties qu'on va pas tarder nous à couvrir en vidéo aussi, mais pas encore tout à fait. Et ils sont en anglais parce que j'ai lancé Hype, non, parce qu'à la base c'était pour un talk anglais et que franchement j'avais trop la flemme. Puis vous êtes tous trop forts en anglais, on est d'accord, hein. Et puis le talk est en français, donc comme ça va. Donc salut, voilà, je m'appelle Christophe. Je fais du Git depuis 2005, depuis la sortie de Git. Du GitHub depuis un mois avant la sortie de GitHub. Donc en 2008, en mars 2008. Et je travaille énormément avec eux. Et un des aspects clés de mon métier, c'est de former les gens sur Git. Depuis 2010. Donc on forme 200-300 personnes par an sur Git aujourd'hui. Et Git, vous savez, c'est un petit peu comme jQuery. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Git, c'est un peu comme jQuery ou PHP ou Office. Donc, voilà, c'est là que tu fais, attends, je ne vois pas le point commun. C'est-à-dire que tout le monde en fait sans l'apprendre. Tout le monde en fait sans l'apprendre et tout le monde en fait à 2% de ses possibilités, sauf pour PHP, parce qu'il n'y a vraiment pas de possibilités. Mais il y en a qui m'ont déjà vu, qui me connaissent, qui attendent les trolls. Voilà. Et puis là, d'habitude, je troll sur Android, mais là, aujourd'hui, je tiens à ma vie quand même. Donc, je suis venu avec une offre de paix. Voilà, après 10 ans quasiment d'iPhone, il a fallu que je fasse des PWA et puis surtout on m'a volé mon iPhone. Donc, et du coup, nous on se rend bien compte, c'est extrêmement énervant pour des gens comme moi qui sommes très power users des technos, qui lisons la doc, le super pouvoir, de tomber tout le temps sur les gens qui, dans le cadre de Git, font du SVN en Git en gros, hein. Et encore, quand je dis du SVN en Git, en gros, ils font du FTP, quoi, hein. Je veux dire, c'est commit, push, pull. Hein, voilà. Puis genre, pull avant push, je sais pas pourquoi, mais sinon ça marche pas. Donc, je pull push. Et ça pour dire, comme on dit dans le jargon métier, ça me pète les couilles. Hein, parce que Git est un outil qui nous libère, vraiment, qui nous donne énormément d'espace de liberté dans notre travail quand on sait s'en servir. Et on reste complètement verrouillé dans une toute petite cage qu'on ne perçoit même pas parce qu'on n'imagine même pas qu'il y a quelque chose au-delà de ces murs-là quand on vient de SVN ou pour les gens parmi vous qui sont effectivement avec un suivi psychologique et qui viennent de ClearCase mais qui ont déjà réussi à s'en extraire, ce qui était un beau challenge. Donc du coup, voilà, nous on parle de ça et on va vous parler de meilleures pratiques. Alors je vais pas vous parler, il n'y a pas que des protypes là-dedans, il y a aussi juste des bonnes pratiques toutes simples. Et on va commencer par arrêter de faire des messages de commit de merde. Hein. C'est des vrais messages. Sur whatthecommit.com, si vous voulez du LOL, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il y en a plein votre codebase. Les gens qui viennent de SVN ne réalisent même pas que le message de commit, genre, pourquoi je ne peux pas juste faire go, quoi. Parce que les autres, c'est toi dans 3 mois. Et que quand tu reviens et que tous tes messages s'appellent changes, stuff, lots of stuff, work, bug fixes, point, ou obligatory commit message. C'est un peu les boules. Donc, faire des bons messages, c'est pas très compliqué. Tu vois, quand tu fais pas les bons messages, tu t'en veux après. Et pour faire des bons messages, c'est extrêmement simple. Il y a des tas de règles qui sont posées. La plupart des outils ont convergé vers ça. GitHub, GitLab, Bitbucket, les versions desktop, enfin tout ce que tu veux. Ta première ligne, maximum 50 caractères, impératif, présent, hein, présent de l'indicatif, pas de point à la fin, ça sert à rien, c'est la fin. Hein. C'est hyper énervant quand tu es dans GitHub de voir 3 petits points à la fin, tu cliques et en fait c'est le point. C'est super relou quoi. Donc voilà, tu peux réduire facilement. Et puis derrière, tu peux rajouter, tu fais une ligne vide et tu rajoutes ton roman hein, qui explique pourquoi tu as fait cet arbitrage hyper bizarre, absolument contre-intuitif. Hein, voilà. Tu expliques dedans. Il y a des tas de projets qui ont standardisé les emojis en premier caractère du message de commit. C'est la classe. C'est en fonction du type, tu vois, ça par exemple c'est dans Atom, alors tu as des tas d'emojis qui sont là pour faire
ah ben non, tiens, ça c'est un bug fixe, ça c'est de la doc, ça c'est machin, ça fait des commit logs qui ont un peu la classe, hein. Sauf dans un terminal Windows, mais c'est pas... Enfin maintenant si, depuis Windows 10 cet été, l'anniversary update, mais avant non. Avant il n'y avait pas de terminal sur Windows, il y avait CMD. Et CMDR, mais c'est tout. Le deuxième règle, donc voilà, une petite ligne vide avant les détails. Tes détails, maximum 72 caractères, comme ça t'évitera des wrappings à la con. C'est le genre de truc, évidemment, où tu vas expliquer pourquoi j'ai fait ce choix super chelou. Pourquoi j'ai décidé de revenir à Android 2.2. Parce que, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Même eux savent pas. Mais pourquoi j'ai fait des trucs un peu chelous? Pourquoi cet algo là, il est hyper bizarre? Je l'ai trouvé sur internet, je trouvais ça génial et tout. Donc première chose, c'est important ces messages-là. Hein. Tu vas les voir, même les premières lignes des messages en fait. Tu les as quand tu fais un git merge moment-log par exemple, il va extraire ces premières lignes, c'est pratique pour avoir un petit bilan vite fait. Pareil quand tu cherry-pick -x. Quand tu merges, quand tu fais un merge, c'est pratique d'avoir l'info dans le commit de merge sans avoir à ouvrir le log. Git merge -log ou l'option merge.log à true ou à un nombre, c'est le nombre parce que par défaut c'est 25 je crois. Ça va remplir ça pour toi. Pareil quand tu cherry-pick. Cherry-pick -x, bordel de merde. Cherry-pick -x en fait ça va rajouter l'info dans le message de commit d'où vient le cherry-pick parce que sinon il n'y a aucune info. Tu ne peux pas le savoir et ça améliore ses heuristiques de détection du cherry-pick lui à Git quand il s'en sert pour d'autres raisons. Donc cherry-pick -x, ton ami. Dernière chose, GitHub Flavored Markdown ou GitLab Flavored Markdown, peu importe ce que tu utilises, mais utilise ces putains de trucs de formatage. On n'est pas en 1930. Hein. Et encore, en 1930, je pense qu'il y avait déjà des gens qui formataient mieux leurs messages de commit que nous. Même si on a inventé le source control un peu plus tard, mais... Voilà, il y a tout ce qui est auto-liaison, etc. Apprenez à l'utiliser. Apprenez notamment à utiliser tout ce qui est fixes ou closes dans vos messages, en particulier vos messages descriptifs de merge request ou de pull request. Ça active des tas de choses en termes de cycle d'analyse du temps passé. Par exemple, dans GitLab, vous avez Cycle Analytics. Si vous ne mettez pas closes, dièse, machin et tout dans l'ouverture de la merge request, il ne va pas pouvoir calculer le temps qui correspond à ces tranches de dev-là. C'est dommage. Et puis surtout, il ne va pas pouvoir auto-fermer l'issue quand tu merges la merge request, hein, par exemple. Donc je sais que vous aimez bien tous tout faire à la main et louper des étapes, mais sait-on jamais, peut-être, l'automatisation un jour. Le force pushing. Qui force push ici? Allez, voilà. Oh, j'adore le... Ouais. Moi, je force push et je te merde, ok? Voilà, moi, j'aime. Alors, force push, quand tu force push, ça tue des dauphins. Puis lentement, quoi. Hein? Genre, ils morphent. Quand tu force push, en général, c'est parce que tu as réécrit de l'historique, localement. Hein? Il y a une ou deux raisons valables dans un workflow extrêmement déterminé de force pusher. Mais sinon, pour tous les autres, c'est la merde. C'est la merde, ça invalide la moitié de l'interface de review de la pull request ou de la merge request. Ça nique les gens qui, à côté de ça, font de la QA si tu es encore dans un système où la QA arrive après. Hein, j'adore le côté patate chaude comme ça. Hop. Qui était là en train de valider, ouais, le commit machin, c'est bon et tout. Il te fait, bah tiens, profond, le commit machin, j'ai tout réécrit. Voilà, donc il y a des cas précis, par exemple ESLint. Tout le monde connaît ESLint ici, les gens qui font un peu du... Remarquez, c'est de l'Android, hein, vous êtes encore coincé avec Java. Mais il y a des gens qui font du JavaScript aussi, qui ont un minimum d'avenir, non? ESLint est un linter, donc extrêmement populaire, et c'est un projet où il y a plus de 5000 contributeurs occasionnels, donc ils ont des règles hyper automatisées de malade. Et eux, par exemple, ils disent, quand tu balances un commit dans une merge request, c'est monocommit. Tu te débrouilles, tu as tout mis dans un commit. Comme ça, tu fais des merge requests plus petites et tout, mais tu mets tout dans un commit. Alors évidemment, comme régulièrement, tu envoies un commit et tu as le robot qui arrive et qui fait « Ah ouais, non, là, tu aurais dû le faire comme ça et tout, machin », tu le réécris, puis pour pas rajouter un deuxième commit, tu modifies ton truc, tu amènes et tu force push. Voilà. Il y a des cas, c'est possible. Comme souvent en informatique, il y a peu de vérité absolue. Mais la plupart du temps, non. Hein, c'est pas génial. Il y a des tas de manières d'éviter le force push. Force push, c'est le genre de truc où très vite, tu enlèves les droits au type, tu sais.
Genre, ça fait 15 fois qu'il nique le build avec son force push, tu sais, tu finis par lui enlever les droits. La plupart des gestions de droits, s'il y a un truc dans la gestion de droits de ton serveur, c'est genre oui ou non sur le force push. Donc, essayez d'éviter. Il y a les notions de branches protégées dans GitLab, dans GitHub, dans tout ça, qui vous permettent de ne pas donner forcément les droits de force push à tout le monde. Hein, parce que c'est toujours, c'est jamais toi, mais c'est toujours ton collègue à côté. Là. Tu sais, celui que tu n'arrêtes pas d'essayer de lui expliquer, machin, qui dit la même chose de toi. Tu sais, c'est toujours lui, quoi. Parlons également de Rebase. Alors, tu vois, Rebase, c'est le genre de truc, pour la plupart des gens qui font du Git, comme ça, genre... I have no idea what I'm doing. Rebase, c'est genre... Qu'est-ce que ça... Ça ressemble à Freebase en plus, qui désigne la consommation de LSD. Hein. Et il y a des gens comme ça, quand ils essaient de faire du Rebase sans avoir lu la doc, effectivement, ça semble un mauvais trip. Hein. C'est un peu bizarre. Rebase, c'est ton meilleur ami, c'est la meilleure commande de la planète, mais il faut juste apprendre à l'utiliser. Rebase, ça nous offre une liberté extraordinaire de nettoyage de l'histo. Je vous ferai des petites démos. Et néanmoins, Git s'en sert pas par défaut dans certains cas où franchement il devrait. Par exemple, pull. Avec le nom déjà. Tu sais. Le Git pull, par défaut, en fait, c'est ce qu'on appelle une métacommande de porcelaine. C'est-à-dire que c'est des commandes par-dessus les commandes de porcelaine. C'est un fetch, qui est la partie vraiment récupération du serveur, et un merge. Un merge. Une fusion. Mais quelle idée à la con, ça! Parce qu'une fusion, conceptuellement, c'est tu prends une branche B, qui est finie, et tu la ramènes dans une branche A. Genre une feature, ou un bug fixe. Et là, tu es en train de dire, t'as vu ma branche bidule, là? Bah, je vais merger origine bidule dedans. Parce que genre, on pourrait croire que c'est pas la même branche, tu vois. On va faire genre, c'est une branche qui a un problème de dédoublement de personnalité, tu vois. Je vais merger A dans A. Parce que je peux. Tu vois. Et ça donne un graphe qui ressemble à rien. Tu fais ça 2 minutes à 3 personnes, et ton graphe, c'est genre des sauts de moutons en ASCII art. Et du coup, c'est le bordel. Et du coup, tout le monde se dit, de toute façon, le graphe, c'est le bordel. Pourquoi je me ferais chier à ce que moi, il soit propre? Effet broken window. Et du coup, personne ne regarde le graphe. De toute façon, dans SVN, il n'y avait pas de graphe. Et on avançait bien comme ça. Hein. Ouais. Et pourquoi, tu vas me dire, si Rebase c'est vachement mieux dans un pool, pourquoi Git il fait merge? Bah parce que quand Git est sorti, il n'y avait pas Rebase. Et que quand tu commences à arriver avec des nouvelles fonctions, t'évites de prendre tous les utilisateurs de Git et de leur changer le comportement par défaut comme ça sous le coude sans rien leur dire, tu vois. Parce que ça va faire des choses bizarres, il y a des gens qui ont écrit des scripts et tout, ça, machin. Si du jour au lendemain tu fais ah bah non, par défaut c'est Rebase, tu casses un peu. Tu casses des choses. Tu vas pas te faire des amis. Mais néanmoins, on va éviter. Donc, tu peux, à chaque pool, avec la rigueur qui te caractérise, hein, et le fait que tu n'aies jamais crevé quand tu fais un commit, tu peux faire moins Rebase égale preserve et tout, à chaque fois. Ça marche bien, ça, la vigilance permanente chez les développeurs. Hein. C'est vraiment une stratégie qui paye. Ou alors, tu configures une bonne fois pull Rebase à preserve, hein, c'est peut-être mieux. Comme ça, c'est bon. Parce qu'en fait, ce qui se passe, quand vous êtes à plusieurs à travailler sur une branche, qui est tout à fait possible, hein, il suffit que la branche soit un bête de mammouth fonctionnel, vous êtes à plusieurs à travailler dessus. Tu vois, genre, tiens, on va migrer de Bootstrap 3 à Material UI. Truc facile. Hein. On va passer de Flash à WebGL. Truc facile. Voilà. Ou simplement, on va migrer de notre ancien SDK Android au nouveau What Could Go Wrong. Ça a toujours été tellement lisse comme expérience. Hein. Rigolez-moi, là, on sent le vécu, là. Hein. Eh ouais, c'est vrai que c'est pas tous les écosystèmes mobiles où quand tu développes une appli, tu en développes 17 versions en parallèle, en fait. Hein. C'est vrai que... Surtout si tu bosses en Inde ou machin, là, c'est un peu chaud patate. C'est pour ça qu'ils arrêtent, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu dis, en fait? Tu dis, bah, en fait, Steven, parce que ton collègue s'appelle Steven, il a fait 4 commits sur cette branche-là. Et il a poussé avant moi, le petit malin. Il l'a vu venir. First come, first serve. Tu sais, genre chat, et tu peux pas committer ton père. Tu vois,
Et toi, tu as tellement l'habitude que tu pushes même pas spontanément. Tu sais que ça va. Non. Tu sais qu'il va dire rejected. Et rejected, c'est pas un mot à dire à un geek. Hein. Ça lui rappelle le lycée. Il a les boules. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses même pas la question, tu poules, tu sais, à tout hasard. On sait jamais. Tu poules, hop, 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 tu as vu des trucs plus ou moins, et push, et hop, ça marche. Et en fait, quand tu poules, dans un monde idéal, tu voudrais dire « Oh, Steven, il avait fait 4 commits, mais on va dire que moi, j'ai fait les miens juste derrière les siens. Hop là, on va couper, on va les rejouer juste au-dessus. » Ce qui est exactement ce que fait un rebase. Et du coup, tu as une seule ligne par branche. Et du coup, ton graphe redevient un peu moins comme un plat de carbonara. Et la vie est plus belle. Et à un moment donné, tu pourrais même regarder ton graphe pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ton projet, dis donc. Ça pourrait être utile. Donc, réglage absolu. Et un truc également que tu devrais avoir comme réflexe, avant de pusher, pas de pouler, aussi, mais avant, c'est de nettoyer ton historique local. Parce que la vie, c'est pas propre. Parce que même avec les meilleures intentions du monde, tu fais un petit peu de la merde. Parce qu'à la base, tu sais, tu étais là, tu as pris ta tâche, prochaine tâche, bug numéro 217, avec un vrai message de rapport de bug à base de « ça marche pas ». Et tu es là, tu le prends, tu fais ton commit, en une fois, hein. Putain, tu l'as eu en un seul commit, celui-là. Et puis du coup, tu tacles autre chose, tant qu'à faire, tu reprends genre, ah ouais, machin, la doc et tout. Et puis là, tu t'aperçois, pendant ce temps-là, l'intégration continue à tourner, et et bien non. En fait, non, tu as pété un truc pas grave, genre le paiement. Et donc, ton message genre fixes dièse 217 est suivi de commits plus loin de really fixes dièse 217. En général, assez rapidement suivi de really fixes dièse 217. Pour aboutir sur putain, cette fois, dièse 217, on est bon, quoi. Et ça, quand tu commits, outre que c'est pas la gloire. C'est pas la gloire. C'est dommage, c'est du bruit. C'est-à-dire que moi, j'arrive et je review ta branche et je suis obligé, déjà, si moi je veux le bug fixe, il me faut que j'aille me cherry-picker 4 putains de commits qui sont même pas contigus. Et ensuite, c'est du bruit, c'est du bruit. S'il y a 17 commits, s'il y en a 4 qui pourraient être 15, c'est super couillant, tu vois. Donc moi, je suis le gars, je veux pas merger ta branche encore, mais je veux bien le bug fixe, ou je veux bien le performance fixe qui divise par 12 le temps de boot de l'appli, par exemple. C'est bien pour mon dev, j'aime bien. Je veux pouvoir faire un cherry pick, pas 14. Hein. Donc, et puis tu t'y es pris à 2 fois, puis tu as inversé les trucs, puis tu étais parti sur un sujet, tu t'étais promis de rester sur ce sujet. 1 commit, 2 commits, 3 commits, ok, le sujet il est fini. Tu passes au sujet suivant, et là tu fais « Ah merde, tiens, j'avais oublié un truc dans le premier sujet. » Alors tu, hop, t'en rajoutes, etc. Il y a des tas de raisons pour lesquelles ton historique, il n'est pas nickel. La vie, quoi. La vie, c'est pas propre. Hein. Mais c'est pas pour ça que quand tu pushes, il faut imposer ton siège de toilette mal nettoyé à tout le monde. Hein? Je pense en particulier à ceux d'entre vous qui n'ont pas le luxe d'avoir des toilettes suffisamment séparées. En particulier à mesdames, hein, parce que chez elles, c'est nickel. Hein, c'est quand elles n'ont pas le sens. C'est rarement elles les gorettes. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies ton historique avant de partir avec un tout petit peu d'habitude, et je vais vous le montrer avec Rebase Interactif, qui est genre la meilleure invention depuis le pain tranché. Avec Rebase Interactif, en quelques secondes, tac, 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 pas une seule trace de pneu, l'historique au cordeau, tu pushes, au bout d'un moment, les mecs se font, ils regardent chaque fois que tu pushes, ils font « Mais putain, comment fait-il » Mais quel est son secret? À chaque fois, en un commit, le mec, c'est genre de l'aïkido, là, il regarde pendant 10 minutes, paf, plus de bug. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'effet de bord et tout, impeccable. Comment a-t-il fait? Tu vois quoi, tu réponds, évidemment, bah attends, le talent. Je suis pas développeur senior du haut de mes 22 ans pour rien, quoi. Tu vois, donc, le Rebase Interactif, pour ça, c'est hyper cool. Et donc, tu devrais toujours y penser, c'est automatique, quoi. Je veux dire, avant le push, hop là, Rebase Interactif, tranquille. Fais-le avant le pull moment Rebase, d'ailleurs, ça va réduire tes risques de conflit. Donc, vous voulez une démo? Vous voulez voir une démo un peu? Attention, c'est le segment live coding. Alors, il me faudrait une petite musique de fond, hein, mais bon, c'est pas grave, on va la faire sans.
Hop, allez, toggle prompt, parce qu'on s'en fout, on sait quelle heure il est. Voilà. Oui, voilà. Alors, observons ce magnifique log tout dégueu. Non, déjà, c'est pas mal, tu vois. Là, par exemple, tu vois, voici un petit log qui est pas bon. Hein, comment dire? Voilà, il y a des choses qui sont pas forcément extraordinaires dessus. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé un tout petit peu le... Attends, faut que je regarde. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est pas celui-là, en fait, que je veux bouger. Pas grave. On va aller dans Bootstrap 3 to Rebase, au hasard. Ouais. Ah non, c'est même le... Ah bah je vais vous faire un gros exemple de Rebase, alors vous êtes prêts? C'est pas mon exemple en un seul morceau, c'est mon exemple en putain c'est la merde. C'est le terme technique. Hein. Donc voilà un dépôt avec plein de branches. Et tu vois, par exemple, à la base, c'est vieux. Hein, à la base, on était en Bootstrap 2. Et puis un jour, il y a des mecs qui sont passés à Bootstrap 3. Ceux d'entre vous qui ont fait cette migration pour de vrai savent que il n'y a plus une seule classe qui était la même. Oh, comment on en a chié. Et puis pas de bol en fait, tu vois, ils ont fait ça dans leur coin là. Et pendant ce temps-là, nous on a continué sur master, genre YOLO, tu vois. Et à un moment donné, quand même, on s'est dit, on va peut-être arrêter quoi, on va peut-être reprendre leur travail de Bootstrap 3, tu vois, parce que là ça va pas être drôle quoi. Alors, avant de continuer, donc on aimerait bien prendre ce petit commit, là, cette série de commits là, puis les rejouer sur master, tu vois, et puis on dirait qu'on repartirait de là, puis la vie serait plus belle et on serait tous copains. Donc on peut, tu vois, en faire, écoute, voilà, je vais rebaser sur master, je vais rebaser Bootstrap 3 to rebase, on l'a bien nommé. Et là, c'est... En général, c'est là que tu fais un break. Tu dis, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas été prendre du café, ça. Je dois pouvoir le faire durer jusqu'à mon RTT de ce soir. Je vais envoyer un petit commit, un petit message sur Slack, passif-agressif, à 17h55, à base de « Hey les gars, au fait, faut y baiser, allez, salut, bon week-end !» Donc, bon, là, c'est... Voilà, alors, pas de panique. Pas de panique. Quand il y a un conflit, on ne panique pas, ok? Quand il y a un conflit, on status. Ah, mais en fait, peu de choses près, ça va bien. T'as vu, il y en a qu'un qui chie. Bon, c'est un index HTML. Ça aurait été le SVG, ça m'aurait fait moins chier. Hein. Bon, alors allons-y, je vais faire avec VI parce que je veux dire tant qu'à faire, allons-y quoi, je veux dire 1. Voilà. Alors on va aller regarder nos petites erreurs. Oh là 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 là, il y en a, bah oui. Bon, alors on va s'arbitrer ça vite fait. Bon, évidemment, hein, tu es à fond dedans, tu gères à mort l'arbitrage, tu fais ok, d'accord. Le mec il fait, oh là là, mais il le fait dans VI, mais comment il est old school? Bah ouais, si je le fais dans un tool, là, la moitié du temps, il va chier dessus en fait. Il va auto-supposer des trucs qui sont pas vrais, tu vois. Donc, hop, là le footer c'est bien, là le HR on s'en fout, toc, là ça c'est plus mieux, voilà, tac, voilà, tranquille. Ça c'est de la daube, voilà, en fait c'était pas méchant, hein, voilà. On va le commiter surtout sans aucun message à base de pourquoi je l'ai arbitré comme ça, parce que la tradition orale c'est pour les bons. Hein. Et on va finir le rebase. Et ben voilà, en fait, c'était, tiens, non, pas du tout. Donc, ça, c'est parce que j'ai voulu un peu la ramener il y a 2 minutes. Voilà, tu vois, il reste un div là qui est resté triste un peu dans la vie. Mais c'est pas grave, hein. Ah, bah voilà. Regarde, la branche au-delà de master. Hein. Non, Mercurial, ce qu'il fait par défaut, c'est de faire perdre ton temps. Mais c'est une bonne remarque. Ouais, c'est normal. Alors pour le coup, Mercurial, non, pour être tout à fait honnête, je ne pouvais pas résister, tu vois. Mais pour être tout à fait honnête, Mercurial a des fonctions extrêmement avancées et qui sont super intéressantes. Mais là où il a... donc sa différence à lui, son jeu de concept à lui, etc., et pas du tout, et sur un axe presque orthogonal à là où Git, lui, s'est illustré aussi. Et ce qui fait que c'est un peu la loose, parce que quand tu as appris Mercurial, tu es là, tu t'es mis la tête sur leurs concepts intéressants et tout, machin, et ça te sert à rien quand tu passes à Git, en fait. Les trucs spécifiques de Git, c'est complètement autre chose. Maintenant, effectivement, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, on en reparlera si tu veux après, mais les raisons pour lesquelles Mercurial, au final, n'a pas du tout percé au même niveau que Git, voilà, elles sont multiples.
Il y en a une grosse, qui est GitHub. Mercurial Hub, non. Il y en a une autre qui est objectivement, qui est qu'effectivement, la performance n'est pas la même. C'est quand même considérablement plus lent sur plein de choses. Ouais, mais voilà. Mais maintenant, il y a des concepts géniaux dedans. L'avantage, c'est que ces dernières années, Git est allé chercher des idées intéressantes chez Mercurial. Donc c'est la beauté de l'open source. Donc petit à petit, les choses vraiment sympas dans Mercurial, on les voit arriver. Par contre, Mercurial ou n'importe qui d'autre, le côté j'ai une IA qui autofixe tes conflits, non, c'est quand même un petit peu marketing comme speech. Donc maintenant, ce pourquoi je voulais vous parler de ça, c'était le Rebase Moi à la base. Alors, observons. Il y a mon post BS3 to Rebase, tu vois, qui est là. Je ne sais pas si tu le vois, là. C'est lui, là. Hein, il est là, toi? Oh, il est beau. Voilà. Et en fait, je voudrais... C'est la merde un peu. Je me suis un petit peu chié dessus. Bon, d'abord, si je rebase tout ça, je vais avoir l'air d'un con parce que les 3 commits là, en fait, je viens de les rebaser déjà. Hein, c'est ceux d'avant. Hein. J'ai pas envie de me le refader. Hein. Genre, si je veux refaire les trucs 15 fois, tu vois, bon, à un moment, bah, je fais pas de gestion de source déjà, pour commencer. Et l'historique qui est au-delà, tu vois, on sent que bien, mais pas top. C'est un peu les notes du commissaire Bialès. C'est-à-dire que j'ai démarré en voulant mettre un local, finalement je me suis rendu compte que tiens, c'était de la merde ce local, donc j'allais mettre un vrai local à la place. Et puis j'avais une opinion bien tranchée, je crois que c'est un commentaire qui dit que PHP c'est de la merde. Et bon, à un moment je me suis dit que c'était pas pro, même si c'était vrai. Hein, donc du coup je fais un petit revert, mais du coup c'est un pas en avant, un pas en arrière. Hein, un revert, dans Git, c'est un commit plus tard qui annule ce qui reste éventuellement d'un commit d'avant. Donc à la fin, c'est comme s'il n'avait jamais eu lieu, sauf qu'il a eu lieu. Hein, et en plus, 2 commits pour le prix d'un. Hein, c'est le genre de façon, tu as du temps pour lire. Tu vois. Et ici, tu vois, il y a un plus. Oh, quand tu vois un plus dans ton message de commit, ça pue. Sauf si c'est dans C++, auquel cas, ça pue quand même. Quand tu vois ça en général, c'est que tu as fait un commit for tout. C'est en dépit de ton plein gré. Tu avais ouvert ce fichier pour une raison précise. Tu as corrigé le bug. Et là, ton œil de développeur a été attiré par le console log qui traîne. Ah, mais on fait plus ça comme ça. Ah, mais le coding style. Ah, mais machin. Ah, mais je vais les reordonner par ordre alphabétique parce que je suis psychopathe. Ah, T'en as plein. Et avant que tu t'en rendes compte, au moment de faire ton commit, même si c'est multifichier, tu le sens. Tu le sens parce qu'il faut taper le message, tu sais, qui te dit ce que tu as fait. Et là, tu fais « Oh, fuck ». Et c'est ça qui finit à base de changes, work, lots of stuff, YOLO, tu vois, ce genre de choses. Ou alors, bah, tu as un petit peu de culpabilité, quoi. Alors, truc plus machin, plus chose, plus bidule, tu as l'impression que c'est la recette du gloubi-boulga. Tu sais, ton commit, c'est trop jeune pour savoir ce qu'est un gloubi-boulga. C'est pour ça, je suis vieux, moi. Et du coup, en général, ça, c'est cool pour machin qui voulait juste lui. Là. Il est hyper content que ça soit dans un commit avec un truc qui ralentit l'appli par un facteur 15. Il est vraiment content. Donc ça, tu vas vouloir le découper un commit. Donc je sais pas si tu vois, tu es en train de vouloir réécrire l'histoire. Ça fait penser aux pires heures révisionnistes. Tu vas vouloir, en faire, bah non, ça, on l'aurait fait bien du premier coup en un commit, et puis celui-là, en fait, on dirait qu'aucun des deux n'existe, en fait, et celui-là, je voudrais le découper. Alors là, par exemple, bizarrement, quand tu viens de Subversion, l'idée qu'on puisse faire ça ne t'effleure même pas. On parle d'un système qui n'avait même pas réellement les branches. Hein, donc, si tu veux, a fortiori... Et donc, ta vie, c'est commit push-pull. Au lieu de... Et là, tu fais, mais non, pas de problème. On m'appelle un super commiteur. Donc, on va faire un truc de ouf. D'abord, on va faire un rebase interactif. Un rebase interactif, c'est parce que personne n'a envie d'apprendre ses SHA-1 par cœur et de faire des resets soft quand il n'a pas compris comment. Et en plus de ça, c'est encore plus chaud patate parce que je veux rebaser qu'une partie de la branche. Et pas toute la divergence. Donc, comment je vais faire? Je vais dire à syntaxe on-to. Je vais dire, écoute, voilà, on va donner, c'est les 3DA. Est-ce que ça m'inquiète que je connais mes chats par cœur? Et puis, donc là, tu fais une ligne de commande où si tu étais payé au mot, ce qui est pratique quand tu fais du Java, peut-être pour ça que tu fais de Android, si tu étais payé au caractère, là, ça marque des points. Et au Scrap, je te dis pas, quoi. DDCD 3DA, celle-là, je vais te dire, mon compte triple. Mais donc, on lui dit, écoute, on va rebaser en interactif, c'est-à-dire qu'on va tripatouiller le script. Sur master, de là, mais exclu, comme tu vois Git, à de là.
Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça explose? Non, pas du tout. Ça va m'ouvrir mon éditeur de script. Ça, c'est dans l'ordre chronologique, déjà. Hein. Et j'ai une petite pensée pour la caméra qui ne va pas du tout voir le rouge sur le noir. Et en fait, ça, c'est ce que ferait Rebase si tu touchais à rien. C'est-à-dire c'est juste une série de cherry pick. Sauf que, moi, je peux changer ce script. Par exemple, opinion bien tranchée, OSEF. Allez, salut. Et du coup, le revert aussi. Allez, ciao. Celui-là, en fait, je pourrais dire que c'est un squash. C'est-à-dire qui se squash avec celui d'avant. Au passage, il va même me permettre de modifier le message, ce qui là m'arrange parce qu'il n'y a aucun des deux messages qui est juste au final. Hein. Et il y a le truc de gros Bill qui est edit. Tan, 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 tan. Tu le sens pousser, tes grosses ailes de guitare. On sauve, on y va, c'est parti. Paf! Il a fait les trucs. En bas, là, rebasing 1 sur 2, 1 sur 4, rebasing 2 sur 4. Il a appliqué les deux commits. Déjà, il les a réordonnés. Déjà, beau gosse. Hein. Et ensuite, il fait, bon, vas-y, je fais un commit, là, mais c'est quoi le message au final? Je fais, écoute, le message, c'est genre local fr. Tu vois, genre, j'avais tout bon du premier coup. Hop, ok, d'accord. Ah, bah dis donc, bah non, qu'est-ce qui se passe là? J'ai encore chié un truc. C'est mon arbitrage de tout à l'heure. Ah, bah ça va complètement tuer ma petite démo, ça, hein, quand même. C'est pas grave. Ah, bah oui, tiens, il restait du latin, quelle drôle d'idée. Moi, quand je m'emmerde, je fais du latin. Donc là, je vais arbitrer ça. Alors le problème, c'est qu'il m'a fait ça sur le troisième, et sur le troisième, je voulais faire un edit. Mais qu'à cela ne tienne, tu peux faire autant de couches de rebase que tu veux, les unes derrière les autres. Hein. Donc du coup, ici, j'aurais dû faire un truc de folie, mais là, je vais le faire en 2 fois. Ouais. Et du coup, je vais le laisser comme ça. Voilà, je vais aller au bout. Donc déjà, mon truc a été rebasé par-dessus master. Le local FR, il a été fusionné en une fois. Tout va bien. Hop, hop, hop. Bien sûr, attends, je savais qu'FR, c'était pas valable pour langue égale en HTML, ok. Et on ne me l'a fait pas. Les reverts, les machins, ils sont dégagés. Par contre, mon truc, là, il est refusionné en plusieurs fois. Là, c'est pas cool, ça. Hein. C'est pas grave. Je vais refaire un petit rebase moins interactif. Tu peux... Moi, j'aime bien faire des gros rebases de bourrin qui font 12 000 trucs en même temps. Mais dans la vraie vie, tu as tout à fait le droit d'y aller couche par couche, comme en peinture. Hein. Tu peux y aller tranquilloum, tu n'es pas obligé de... Donc je vais refaire mon petit edit. Que se passe-t-il quand tu fais un edit? En fait, il applique le commit, et là, il te donne la main. Je prends la main. Top! Alors, en fait, ce qui se passe, là, j'ai vraiment pas de bol. Si je fais un git show et que je regarde, mon git show n'est pas ton git show, et ça, c'est parce que je suis beau gosse, et tu auras les exemples après. En fait, j'ai pas de bol, j'ai fait les deux trucs dans le même fichier. Et là, quand tu es en subversion, de toute façon, tu n'es pas arrivé là. Donc, c'est pas grave. Mais tu dis, ah merde, c'est le même fichier, je suis trop foutu. Ah, ma vie, c'est de la merde. Hein. Tu postes sur VDM et tout le monde fait, tu vas bien chercher. Tu fais du SVN. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les mentions égales. Ça sent le truc, tu sais, ça sent l'avocat de la boîte qui est venu te faire chier à midi. Hein. Genre, attends, non, t'as pas mis copyright 2001, machin. Mais on existe depuis 2012. Tu mets 2001. Ok, d'accord. Et ici, il y a du rewarding. Ah, flûte alors. Pas le sang bleu. Donc c'est pas grave. Il y en a peut-être ici qui connaissent gitad-p. Oh là 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 là. Ok, et tu connais git reset-p? Oh. Mais maintenant que tu le dis, ça a tellement de sens. Mais oui, mais bien sûr. On va annuler partiellement ce fichier. On va faire ça trop beau gosse. Ok, on va annuler partiellement ce fichier, on va le ramener à l'état d'avant. D'ailleurs, tilde 1, c'est plus joli que circonflexe. Circonflexe qui traîne à la fin, ça, on ne déconne, c'est pas beau. Hein. En plus, personne ne se rappelle pourquoi circonflexe 2, c'est pas tilde 2, mais circonflexe 1, c'est tilde 1. Il y a des vraies raisons, mais il faudrait lire la doc. Et pendant ce temps-là, il y a Stranger Things à la télé. Et donc, je vais le limiter à un index HTML. Et il fait, et ça, je l'annule? Je lui fais un non. Et les mentions légales, ouais, c'est un truc de talé, ça. Hop. Hop. Et alors là, en fait, il se passe un truc tout chelou. Ton fichier est dans les deux états. Ton fichier est modified et staged. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la version qui est dans le stage... allez, autant pour moi, merci Git. La version qui est dans le stage, si tu regardes, elle a ton rewarding, ça se voit tout de suite. Hein, regarde, voilà, need to clean, là, ici au milieu, là. Voilà. Mais elle n'a pas les mentions légales. Et là, tu fais, je vais remplacer ce dernier commit. Commit, moi, amend.
Je vais remplacer le dernier commit en gardant tout, sauf le contenu effectif des fichiers. Hein. Moment no edit, parce que genre... ah non, moment edit d'ailleurs, parce que il est plus juste le message. Il n'y a que le rewording interactif maintenant dedans. Hop, voilà. Et puis maintenant, bah, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à faire un petit commit, -am, voilà. Et je viens de découper un commit en deux. Et là, tu fais, ouais, mais attends, ça va être plus compliqué que ça en ailleurs quand même. Je n'ai pas tout suivi, tu as fait un soft reset. On fait des formations Git. Et donc, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est simple. Et surtout, en vrai, j'ai écrit l'article détaillé en français il y a 5 ans. Réveille-toi, quoi. Hein? Tu cherches Rebase, machin, en français. Rebase interactif, tu vas tomber dessus. On l'a en anglais aussi, c'était dans une équipe internationale. On l'a en moldave, mais tout le monde s'en fout. Donc voilà, ça c'est Rebase. Rebase fait 1 million de choses, c'est trop ton meilleur ami, Rebase-i. Alors là, je fais un Rebase de taré qui modifie tout. La plupart du temps, ton Rebase-i, c'est pas ça, c'est genre, ah ouais, tiens, j'en redonne 2, j'en fusionne un, top, terminé. Ça prend 5 secondes dans ton éditeur. C'est les cas lambda, les cas du quotidien, c'est tout pipeau. Les pull requests, c'est bien. Je dois grave dépasser mon temps là, non, je sais pas, non, pas tout à fait encore. Non, ah non, c'est pas vrai, non, je suis à 35. Les pull requests, c'est bien, mais c'est pas que pour les forks. Hein, ceux d'entre vous, il y en a des gens ici qui font un peu l'open source, qui ont participé à des projets GitHub qui n'étaient pas les leurs, choses comme ça. Voilà. Oh là là, mais pas beaucoup. Hein. Ah, les crevards, ces androïdiens, quoi. Oh là là. Mais tu as le droit d'en faire sur autre chose qu'Android, hein, tu n'es pas obligé de faire l'Android SDK pour le fun. Je sais que c'est pas... Genre, tu sais, j'ai du temps, je lance Eclipse pour le LOL. Donc, c'est pas que pour les forks. Les pull requests, c'est un système, ou les merge requests dans GitLab, qui a un meilleur nom d'ailleurs. C'est un système de code review fondamentalement. Ça sert à ça. Ça sert à reviewer les modifs, à s'assurer que quelqu'un les a regardés, puis pas en mode genre, ouais, ok. Non. Qu'il les a regardés, qu'il a commenté. Ça permet de capitaliser, de centraliser, d'inscrire par écrit la culture de code et d'arbitrage de la boîte. Plutôt que genre tradition orale à côté de la machine là-bas. Là. Non. C'est hyper important. Et ça, tu rentres dans des flows où tu ne commites pas sur master. One does not simply commit to master. Master, tac, on la verrouille, on la protège direct. Hein, on arrête de committer sur master, même quand tu es tout seul. Même quand tu es tout seul. Et là, il y en a un qui va me répondre pire à base de je suis tout seul, je n'utilise pas Git. Hein. Teams of one, ça existe. Tu n'as besoin de personne pour être plusieurs dans ta tête. À vouloir expérimenter des trucs alors que tu n'as pas fini les autres et tout. Et franchement, le zip horodaté, c'est quand même méga naze. Encore aujourd'hui, en 2016, je tombe sur des boîtes, des grosses boîtes, qui pour leur dev critique à la mission, font du zip horodaté, ne font pas de gestion de source. Oui, monsieur, madame. Et là, tu ne sais même pas si tu dois leur dire oui. Tu es là en mode à base de « Ouah, mais j'ai paumé mon silex, j'en ai plus, je sais plus quoi faire. » Donc, par contre, quand tu fais ta pull request, respecte le temps des gens qui vont te reviewer. Il y a des gens qui vont consacrer du temps à eux, à lire ton code de merde. Sois sympa avec eux, quoi. Hein? Donc, écris un vrai message descriptif dans la pull request, dis ce que tu attends de la pull request, dis les endroits sur lesquels tu voudrais qu'ils se concentrent parce que c'est velu. Hein? Sois sympa, mets des tableaux, des images, etc. Machin. Fais tes petites réponses par email, ils gèrent tous les réponses par email comme ça. Pourquoi aller ouvrir l'interface, franchement? C'est pour les faibles. Hein? Tu peux inviter les gens, tu peux dire, et d'ailleurs, c'est surtout machin et machin là, que je voudrais qu'ils review parce que c'est eux les experts sur ce machin-là. Tu les @mention, cache dans la création de la pull request, ils se prennent une notif comme ça. C'est pratique. Hein? Voilà. Et inversement, quand tu fais la review, sois sympa, quoi. Fais pas juste une grosse review à la fin à base de bah non, c'est de la merde quand même. Hein? C'est un peu. Fais pas ton Linus Torvalds, quoi. Tu vois, c'est à base de mais you're too stupid to live. Tu vois? Ou genre, mais si t'étais plus bête que ça, faudrait t'arroser 3 fois par jour. Non, c'est pas. Sois sympa, quoi. Merde. C'est assez compliqué comme ça. Donc, on a des tas de trucs maintenant, même dans GitHub, ils ont fini par se réveiller avec ça. Donc, depuis toujours, tu peux faire des commentaires ligne à ligne. Putain, fais des commentaires sur la ligne qui pose problème. Tu cliques sur la ligne. C'était super dur. Hein? Et tu tapes le truc, et à la fin, maintenant, tu peux dans GitHub te dire, voilà, j'ai fini la review, j'ai fini ma code review, tu peux me mettre un message à la fin à base de, ouais, écoute, au global, c'est pas mal, mais si tu pouvais juste retoucher ça, ça et ça, machin. Et tu peux même la marquer comme nécessitant des modifs dans le code, ce qui bloque le merge.
ou OK, d'accord, works for me, quoi. Dans GitLab, quand tu es en enterprise, tu peux exiger un nombre minimum de works for me pour valider en fait le merge. Sans quoi, c'est bloqué. Puis quand tu as des conflits dans les pull requests, dans GitLab, tu peux les arbitrer cache dans GitLab, y compris quand il faut modifier le code. Dans GitHub, tu peux choisir la leur, la mienne, etc. Mais en général, c'est plus compliqué que ça. Donc là, tu ne peux pas encore l'arbitrer live dans GitHub, ça fait chier. Donc tu as des tas d'astuces. Tu peux évidemment fetcher, merger à la main, mais GitHub te fournit des références spéciales pour toutes les têtes de pull request que tu pourrais utiliser pour faire genre moi, j'ai trop lu la doc. Pour briller en société, mais ça dépend quelle société. Il faut bien choisir. Donc voilà, les protected branches, faites-en, c'est bon, mangez-en. On peut les connecter à l'intégration continue pour interdire effectivement le merge et l'intégration continue d'IFUC, ou n'importe quel status check sur plein de choses. Comme tu peux écrire tes propres bots, c'est pas mal, tu peux mettre tes propres règles en vigueur. C'est tout simple. Au niveau des issues, donc là on parle de GitHub spécifiquement ou de GitLab qui a le même mécanisme. Au niveau des issues, putain, utilisez des labels. Faites vos templates de labels. Il y a des systèmes de templates maintenant pour les templates de labels par projet, par groupe, par machin. De la même manière, vous pouvez facilement créer dans GitHub et dans GitLab des templates pour les issues, pour les types d'issues. Voilà, tel type d'issues, il faut ça, il y a telle gueule, telle structure générale, le message. Pareil pour les pull requests. C'est des choses qui sont automatiquement proposées par l'interface. Pareil pour le contributing.md qui est automatiquement proposé par l'interface pour lire. Affecter les issues, des fois c'est fait automatiquement parce que tu utilises des surcouches comme les projects dans GitHub ou l'équivalent maintenant dans GitLab avec des espèces de Kanban. Ça permet automatiquement d'affecter les labels, de mettre les issues. Enfin, un petit peu de productivité n'a jamais fait de mal à personne. Ah, je vous rappelle, au fait, si vous travaillez sur un certain nombre de projets dans un GitHub par exemple et que vous êtes là genre ouais mais j'arrête pas d'être obligé d'ouvrir mes 12 projets pour voir toutes mes issues, tout en haut de la putain de barre principale, il y a marqué issues et pull requests. Ce sont tes issues, tout projet confondu. Tes pull requests, tout projet confondu. Et si tu fais, mais c'est génial! Je veux dire, mais ça fait 5 ans! Hein? Donc il faut y aller. Les milestones, c'est bien aussi, les milestones, ça te permet de grouper les issues, des pull requests et tout, d'avoir une idée d'où t'en es, sans avoir à sortir l'énorme MS Project, avons-le, tu utilises MS Project. Si tu es dans une boîte qui utilise MS Project, il faut que tu ailles parler à Jobset. Ça devrait être un critère de Joel Spolsky. Je veux dire, vous utilisez Project, paf, non, pas possible. Non, les diagrammes de machin, là, Gouante, bidule, non, c'est fini. C'était bien en 1520. Donc, il y a des tas d'outils qui vont faire du project management autour. Allez les regarder, la part sont gratuits. Quand vous voulez mettre en place, automatiser dans GitHub, notamment des workflows, mais de taré, des automatisations invraisemblables de customisation. Il y a des projets payants comme Git Colony qui font ça. Le nom est tout chelou, pourquoi Git Colony? Mais alors par contre, tu peux y modéliser, mais n'importe quel workflow, aussi taré soit-il, ça marche. L'API des statuts, etc. D'une manière générale, pensez à baisser la barrière d'entrée si vous faites des projets open source notamment. Faites attention à genre, ah j'ai pas mis de licence parce que je veux que tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est cool, c'est exactement l'inverse que tu viens de faire. Si tu mets pas de licence, tu es tout droit réservé, par défaut. Tu n'accordes aucun droit, à part ceux qui sont accordés automatiquement par les terms of service de GitHub, mais c'est tout. ChooseAlicense.com est ton ami pour voir justement quel type de licence s'applique bien à tes projets. Et si tu as la flemme, parce que tu fais plein de projets open source, même si tu m'as dit l'inverse, si tu as la flemme d'aller dans chacun de tes projets, tu as même Add a License carrément qui se connecte à ton compte GitHub et tu fais alors, telle licence et puis tac, 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 allez vas-y, Flemas mode, hop, et hop, tu actives tout. Pareil pour les README, il y a des tas de trucs, il y a des templates, il y a des articles entiers sur qu'est-ce qui fait un bon README maintenant. Il y a des dépôts entiers de templates de README. Combien de fois on arrive sur un projet qui a l'air super cool et dans le README, il y a genre le copyright. Puis après, c'est genre un vrai, tu vois, une doc vachement sympa, genre RTFS, quoi. Ouais, et tu t'étonnes que tu aies 2 stars sur GitHub. C'est toi et ta mère. Et ben, je vais te dire que... Voilà, donc non, il y a des choses qui font des bons README. Hein, donc voilà, il y a plein de liens, etc. C'est super connu maintenant comme truc. Pareil pour les contributing.md, c'est auto-détecté. Code de conduite aussi, Code of Conduct MD, tout ça c'est auto-détecté maintenant par les environnements. Il y a les wikis pour les docs. Fais pas un README non plus de 700 km. Hein, je veux dire, tu fais les trucs importants et derrière, tac, tu as le wiki. Dans le wiki, tu peux avoir les vrais docs. Ou le GitHub Pages, si tu veux vraiment faire un site. Tu as les GitLab Pages aussi. Donc il y a plein de trucs. GitHub Pages, je vous rappelle, sa défense, c'est quand même un hébergeur statique HTTPS gratuit.
avec des domaines custom, etc. hein, comme Surge, comme tout ça. Pour les démos, pour tout ça, c'est super cool. Vous pouvez customiser en vous basant sur Jekyll. Oui, c'est du Ruby. Ça veut dire que c'est cool. Tu fais du Java dans la journée. Je t'interdis de te foutre de la gueule de Ruby. D'accord ? C'est pas aussi cool que Node, mais c'est cool. Donc voilà, il y a des choses que vous ne connaissez pas. 5 minutes fork aussi, c'est hyper cool. C'est un truc sur GitHub. C'est une petite extension, tu l'installes dans ton navigateur. Et quand il est sur un dépôt GitHub, il te rajoute un bouton. Tu cliques et ça te fait ça fork le truc. Enfin, ça installe quand c'est un site statique ou n'importe quoi, mais que tu veux le voir. Tu veux le voir en action. Tu veux pas juste le downloader chez toi, te faire un putain de domaine en HTTP bidule et l'ouvrir, quoi. Tu veux le voir là, maintenant en action. 5 minutes fork prend le truc et l'héberge statiquement pendant 5 minutes quelque part. Donc c'est assez rigolo. Tu as Blocks aussi, qui fait la même chose pour les gists. Il prend les fichiers d'un gist et hop, il les héberge statiquement quelque part pendant un moment. Sachez qu'il y a l'outil de ligne de commande Hub qui est maintenu par GitHub. Et en fait, l'idée, c'est que tu l'installes et tu dis que Git, c'est Hub, en fait, parce qu'il laisse passer toutes les commandes ne sont pas les siennes. Mais du coup, quand tu travailles avec GitHub, c'est pas mal parce que tu peux faire ouais, git clone juste comme ça, tu vois, un petit nom de projet court et tout, machin. Il va chercher les trucs. Tu peux créer des pull requests à la volée et tout. Tu peux même transformer une issue en pull request. Genre, tu fais une issue et les gens font ouais, c'est cool, mec, et tu veux pas faire une pull request plutôt? Et tu fais j'ai pas envie de la doublonner. Donc je vais la transformer. C'est officiellement déprécié dans l'API depuis 5 ans. Mais c'est là. Je suis pas du tout sûr qu'ils vont l'enlever, en fait. Hein. Voilà, git for, git pull request. Pour créer des pull requests, à ne pas confondre avec le git request pull, qui appartient à Git à la base et qui n'a aucun rapport avec les pull requests de GitHub. C'est juste pour le lol, si un jour tu fais, mais tiens, il y a une commande request pull. Ah, les nazes, ils l'ont dit à l'envers. Non, ça n'a aucun rapport. Voilà les liens. Tic. Poum, ça c'est des liens vers des petites démos aussi, comme j'ai fait, mais en interactif. Et puis voilà, quoi. Vous avez même un lien sur la version de la vidéo d'il y a 1 an. C'était la même, sauf que le vidéoprojecteur n'arrêtait pas de planter. Voilà. Merci. 45 minutes. Des questions? Qu'est-ce que l'univers? Personne n'a de questions? Non, je les ai éteints, là, puis ils sont là. Il va me troller. Dès que je vais répondre, il va me troller. Bah, je suis là, de toute façon. Je suis là à côté, je suis là après. Hein. En fait, tu veux garder tes super réponses pour toi. Hein. C'est ça. Ah, si, quand même. Ah, vas-y. Je la répéterai, sinon, vas-y. Ouais. Bonsoir. Salut. C'était intéressant. Merci. J'aime bien. Petite question, alors je pense que ça va être avancé. Ouais. Git source tree, tu l'as déjà utilisé? Source tree, l'outil, tu veux dire? Non, la commande. La commande? Ah, non, subtree. Subtree, pardon. Surtout pas, jamais, plutôt mourir. Alors, même en Java, c'est une problématique que tu ne devrais pas avoir. Tu devrais packager tes dépendances, les versionner et utiliser avec Maven, indiquer tes dépendances pour tes subtrees comme ça. C'est beaucoup plus stable dans le temps que de Git subtree. Git subtree est une tentative de solution à une problématique qui ne concerne normalement que les gens qui font du C, du C++ et peut-être parfois ils n'ont pas de chance du PHP. Qui est, ah ouais, mais il y a des morceaux de code, des arborescences en fait de code que je réutilise dans 15 endroits, genre des plugins ou autres, et je les réutilise dans 15 projets, et je veux pouvoir donc les incorporer dans le code de chaque projet utilisateur tout en les maintenant de façon centralisée. Il y a 3 solutions pour ça, en théorie. Les submodules, les subtrees, les subrepos. Les submodules ont un super bon équilibre poids-puissance, c'est-à-dire que c'est hyper simple à mettre en œuvre, et ensuite, ça va foutre la merde quotidiennement chez tout le monde jusqu'à la fin des temps. Donc non, à part le projet Chromium qui a une vraie raison, qui est le shallow cloning, personne n'a de vraie raison de faire du submodule. Ça nous laisse avec les subtrees ou les subrepos. Les subtrees, le problème, c'est que c'est juste un concept. Il n'y a pas réellement de commande officielle. La commande git subtree dont tu parles est inclue automatiquement avec Git, mais c'est un script de contrib écrit en bash, avec une doc semi-aléatoire, par un gars qui ne le maintient plus, et qui fait des choix d'implémentation qui, moi, ne me vont pas. C'est-à-dire que d'abord, il faut retaper toutes les infos à chaque utilisation de la commande. Elle bookmark rien. Et ensuite, en fait, elle passe par ce qu'on appelle des synthetic merges pour fonctionner. C'est-à-dire que de toute façon, tu vas te trimballer une putain de branche anonyme chaque fois qui est là, sur ton graphe, là, qui revient, juste comme ça pour faire « Ouais, j'ai mergé D7734B1, qui n'existait même pas avant.
et qui pourrit ton graphe en permanence. Et il y a ces concepts très bizarres de join et de split qui marchent pas très bien et tu es obligé de rejoiner, mais du coup derrière tu peux pas repouler correctement. Enfin, c'est un foutoir. Si tu as, la vérité, c'est tu ne devrais pas avoir besoin de ça. C'est-à-dire que si tu as un morceau de code centralisé que tu utilises dans plein d'autres morceaux de code, tu devrais le packager, le versionner et avoir une dépendance formelle. Tous les écosystèmes, à l'exception du C et du C++, ont un système de dépendance formelle, y compris PHP, qui a Composer. Et donc, idéalement, c'est ça qui va le mieux résister au temps. Ça te demande un petit peu de travail, éventuellement un peu d'automatisation, mais c'est ce qui va vraiment le mieux résister au temps, le mieux fonctionner en QA, en CI, etc. Si vraiment tu n'as pas le choix, vraiment, et ça, déjà, il faut me le justifier en triple exemplaire devant commission rogatoire, d'accord? On en tient une tous les jeudis. Hein. Mais si vraiment tu n'as pas le choix, il y a un outil tiers qui est hyper carré, super bien foutu, qui s'appelle Git Subrepo, qui est piloté par un gars qui s'appelle Indy Gotnet, et qui est, pour le coup, en béton armé, marche sur les 3 plateformes, ne pourrit absolument pas ton graphe, te permet de très bien fonctionner. Et donc, si vraiment tu as ce besoin-là, tu peux travailler avec Git Subrepo. Mais le top, vraiment, c'est juste éviter le problème complètement et le packager à part. Avec une dépendance formelle de version, du coup, tu as le semantic versioning, tu as tout ça, etc. Voilà. Quelqu'un a une autre question? On a travaillé ensemble avant pour qu'il me pose une question de velu pour que je puisse montrer, genre, ouais, je maîtrise. Ouais, du NoFF, oui, je ne peux pas vous parler de tout, c'est pour ça qu'on a une formation de 3 jours. Le NoFF, donc No Fast Forward, ça devrait, à mon sens, être... Alors, c'est pas là par défaut et c'est normal, et je dis pas aux gens de le mettre par défaut sans le comprendre. Par contre, à partir du moment où nous, on le montre en formation, on dit que ça devrait être par défaut. Vous devriez être en merge FF false, ce qui est l'équivalent du moment NoFF. C'est-à-dire que Git a cette optimisation qui est rigolote. Quand il merge un descendant, c'est qu'en fait, il se contente de déplacer l'étiquette. Ce qu'on appelle un fast forward. Donc, tu ne peux pas avoir de conflit dans un fast forward, c'est pas possible. Il y a déjà un chemin de A vers B, donc c'est cool. Il se contente de déplacer ton étiquette de branche sur le destinataire. C'est censé être une opti. Et c'en est une, techniquement parlant, en termes de manip. Mais, par contre, ta branche devient complètement invisible. C'est-à-dire qu'à l'issue du fast forward, on ne sait pas d'où elle démarrait, et quand on aura viré l'étiquette de branche, on ne saura jamais qu'elle a existé. Moi, ça me pose un problème en termes de lisibilité de mon historique. Donc, effectivement, il y a des cas très précis où le fast forward est justifié, et là, tu peux le forcer, en faisant un moment FF explicite. Mais, à mon sens, 99,9% des merges sont censés être, justement, quand ton workflow est bien et que tu utilises les bonnes commandes aux bons endroits, sont censés être des merges de une branche fonctionnelle finie, mergée dans une autre. Et donc ça, je veux que ça se voit, je veux que la bosse soit là. Évidemment, tu dis, bah ouais, mais si on développe tout sur de master, il y en a forcément, il est en situation de fast forward au démarrage. Je fais, bah oui, bah donc, moi, OFF, pour forcer la bosse. Parce que ça a une valeur ajoutée, en fait, d'avoir ce périmètre clairement visible dans le graphe fonctionnel des commits de la branche. Oui. Ben, c'est ce qui se passe. Quand tu fais un OFF, il crée un merge commit. Le problème, c'est que... Ah, tu veux dire, quand tu git merge -m? Oui, l'effet de bord du -m, c'est qu'il va te créer un merge commit. Mais moi, je trouve que les messages de merge par défaut sont plutôt pas mal. Donc, du coup, toi, il est bien. J'ai mergé la branche bidule. Ouais, bah, précis, pointu. Surtout que j'ai mon merge log qui est là par défaut, donc il me fait un petit bilan dedans. Donc, avec le FF à false, t'es sûr que même git merge bidule, hop, moi, je suis flémasse. Moi, pas taper. Je vais laisser la place à mon successeur qui a des choses super cool à nous raconter. Merci de votre attention. Je suis là après si vous avez d'autres questions. Merci.